Dans de précédents épisodes de Retro & Magic, nous avons eu l'occasion de parler de plusieurs séries emblématiques de Sierra. Gabriel Knight, Space Quest, Les Jeux Chute Larry, Police Quest ou encore Quest for Glory. Mais nous n'avions jamais abordé la série fondatrice de Roberta Williams qui posa les bases de l'aventure graphique, King's Quest. Au moment où sort King's Quest, en 1983, le jeu d'aventure se limite aux fictions interactives, les fameux jeux textuels, dont Zork est le plus fameux représentant. Sierra va révolutionner le genre en proposant une aventure où l'avatar du joueur et le monde qui l'entoure sont représentés de manière graphique plutôt que par des paragraphes descriptifs. On contrôle désormais son personnage au clavier dans des environnements colorés, même s'il faut toujours taper soi-même les actions à effectuer. King's Quest prend place dans le royaume de Daventry, un univers de fantasy romantique inspiré des contes de fées, ayant davantage en commun avec les écrits de George MacDonald ou plus récemment la saga de la Caverne de la Rose d'Or qu'avec l'imaginaire de Tolkien ou Donjons et Dragons. La créatrice de King's Quest, Roberta Williams, avait déjà posé les bases de cet univers dans une précédente aventure textuelle, The Princess and the Wizard. Dans King's Quest, le joueur joue le rôle de Graham, un preux chevalier chargé par le bon roi Edward de sauver le royaume de Daventry en retrouvant les 3 trésors qui assuraient jadis sa prospérité. Le miroir magique qui permet de connaître l'avenir, le coffre d'or inépuisable et le bouclier d'invincibilité. Le roi est vieux et sans héritier, et si Graham parvient à retrouver les 3 reliques, il héritera du trône et deviendra le nouveau roi de Daventry. Ainsi commence l'aventure. L'une des particularités de King's Quest est sa non-linéarité. Le joueur est libre d'obtenir les 3 trésors dans l'ordre de son choix, et le monde à explorer est vaste avec de nombreux lieux enchantés ou mystérieux. A noter que dans King's Quest, il est très fréquent de mourir si on effectue certaines actions ou si l'on tombe sur les monstres qui rôdent. Ce côté punitif du gameplay deviendra une spécificité des jeux d'aventure Sierra, tandis que leurs grands rivaux, LucasArts, brandiront la carte de l'humour et de l'expérimentation. Un autre élément récurrent du gameplay est la présence de personnages non-joueurs qui apparaissent aléatoirement dans certains tableaux, obligeant le joueur à faire des allers-retours jusqu'à l'apparition du personnage en question. King's Quest marque également les débuts du Adventure Game Interpreter, le moteur qui sera utilisé par de nombreux jeux Sierra. Une version améliorée de King's Quest, basée sur le moteur SCI et permettant de contrôler le personnage à la souris, sortira en 1990 sur Amiga et PC. Le déroulement de l'aventure a été remanié et est désormais beaucoup plus linéaire que l'original. Les fans seront assez mécontents de ce remake, considérant que les changements apportés ont retiré beaucoup de sa magie au jeu. Forte du succès du premier épisode, Roberta Williams lui donne une suite en 1985. Plus grand, plus long, plus ambitieux, King's Quest 2 reste très similaire au niveau du style et du gameplay. King's Quest 2 narre les aventures du roi Graham qui cherche une épouse. Le miroir magique lui donne alors une vision d'une belle jeune femme, Valanis, emprisonnée au sommet d'une tour par la sorcière Agatha. Ni une ni deux, Graham se rend dans le lointain royaume de Colima pour la sauver. A noter qu'il s'agit du premier épisode de la série à posséder un jeu de mots douteux en guise de sous-titre, Romancing the Throne, en référence à Romancing the Stone, le titre anglais du film À la poursuite du diamant vert. Ces sous-titres en forme de calembour deviendront l'une des marques de fabrique de la série. Un an plus tard, en 1986, Roberta Williams crée King's Quest 3, To Err is Human. Le jeu suscita la stupeur des fans, car il ne prenait plus place au royaume de Daventry et on n'y incarnait plus Graham. Cette fois-ci, le joueur incarnait Gwydion, un jeune homme servant de larbin et de souffre-douleur au sorcier Manannan. Des fans outrés envoyèrent des lettres scandalisées à Roberta Williams et Sierra pour se plaindre du changement de direction de la série. Évidemment, ces mêmes fans n'avaient pas fait l'effort de finir le jeu, puisque l'on découvre à la fin de l'aventure que Gwydion était en réalité Alexander, le fils de Graham et Valanis, kidnappé par le maléfique Manannan alors qu'il n'était qu'un bébé. Manannan n'est autre que le frère d'Agatha, la sorcière de King's Quest 2, et a enlevé Alexander pour se venger de Graham et Valanis. Dans sa quête, Alexander sera également amené à sauver sa sœur cadette Rosella, offerte en sacrifice à un dragon. La particularité de gameplay de King's Quest 3 est l'écoulement du temps. En effet, Manannan confiera régulièrement des corvées aux joueurs qu'il faudra accomplir dans le temps imparti, ou s'absentera pendant quelques minutes, laps de temps que le joueur devra exploiter pour planifier son évasion. Sorti en 1988, le 4e chapitre de King's Quest met en scène la princesse Rosella qui voyage dans le royaume de Tamir pour trouver le fruit magique qui pourra sauver son père mourant. Très fidèle au ton très particulier de la série, King's Quest 4 est l'un des premiers jeux à mettre en scène une héroïne.
King's Quest IV poursuit la notion de temps limité instaurée par le troisième épisode, puisque Rosella n'a que 24 heures pour sauver le roi Graham. Cet épisode marque également les débuts du contrôle à la souris dans la série, même s'il faut toujours taper ses actions au clavier. King's Quest V marque un cap décisif dans la série. Le jeu adopte le tout nouveau moteur SCI et propose désormais un contrôle intégral à la souris avec une interface à base d'icônes. King's Quest V est donc le premier épisode de la série à proposer un gameplay de type point and click. Mais le jeu marqua également les esprits avec ses graphismes VGA et un an plus tard sa version CD-ROM incluant des voix numérisées pour l'ensemble des personnages du jeu. Dans King's Quest V, le joueur incarne à nouveau le roi Graham. Alors qu'il revient d'une balade en forêt, Graham découvre que le château de Daventry a disparu et toute sa famille avec. Le coupable est le sorcier Mordack, frère de Manannan et Agatha, qui cherche à son tour à se venger de la famille royale de Daventry. Aidé par Cédric, un hibou parlant, Graham se rend au royaume de Serenia pour affronter Mordack. King's Quest VI place à nouveau le joueur dans la peau du prince Alexander. Durant sa captivité dans les geôles de Mordack, Alexander a fait la connaissance d'une autre prisonnière, la belle Cassima, princesse des îles Vertes. Alexander, I feel so alone. Tombé fou amoureux de Cassima, Alexander décide de se rendre aux îles Vertes pour lui demander sa main. Mais il découvre bien vite que les îles sont sous la coupe du malfaisant vizir Abdul Alazred. Oui, comme l'auteur du Necronomicon. Alexander devra voyager entre les îles pour sauver Cassima et vaincre le vizir. Toujours basé sur le moteur SCI, King's Quest VI a la particularité d'avoir été écrit à 4 mains par Roberta Williams et Jen Jensen, la créatrice de Gabriel Knight. Il est souvent considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la série. Parmi ses autres qualités, citons la présence de plusieurs fins différentes, ainsi que d'une intro en images de synthèse spectaculaire pour l'époque. Poursuivant la tradition de l'alternance, King's Quest VII change à nouveau de protagoniste et on y incarnera cette fois-ci Valanis, la reine de Daventry, et à nouveau Rosella, changée en troll pendant une partie du jeu. Il s'agit cette fois-ci de défaire l'enchanteresse maléfique Malicia. Ce 7e épisode adopte un graphisme inspiré des dessins animés de Disney ou Don Bluth, avec même une chanson dans la scène d'intro. Ce choix artistique irrita certains joueurs et beaucoup trouvèrent également le jeu décevant en raison d'une interface simplifiée permettant moins d'interaction avec les décors. Parmi les bonnes idées de King's Quest VII, citons toutefois la possibilité de manipuler les objets en 3D dans l'inventaire. Le 8e épisode de la série marque une rupture. Déjà car le jeu est désormais tout en 3D, mais surtout car son gameplay est hybride entre jeu d'aventure et RPG, à la manière d'une autre série de Sierra, celle des Quest for Glory. C'est également le premier épisode où l'on n'incarne pas un membre de la famille de Graham. Le héros de Mask of Eternity est Connor, un simple tanneur. Lorsqu'une malédiction transforme les habitants de Daventry en statues de pierre, Connor est le seul épargné ayant trouvé un fragment du Masque d'Éternité. Connor va donc devoir voyager par monts et par vaux pour reconstituer le masque et lever la malédiction. S'il est loin d'être parfait, Mask of Eternity représente une volonté courageuse de faire évoluer le jeu d'aventure. Les fans de la première heure regretteront cette nouvelle formule, et les critiques seront plutôt tièdes. Quoi qu'il en soit, le jeu remportera un succès correct, se vendant mieux que Grim Fandango par exemple, son concurrent direct. Les droits sur le catalogue Sierra appartiennent désormais à Activision. Telltale Games a brièvement annoncé l'acquisition de la licence pour la réalisation d'un nouvel épisode. Malheureusement, si l'on était curieux de voir ce que donnerait un nouveau King's Quest réalisé par des anciens de LucasArts, le projet est finalement tombé à l'eau. Il reste désormais à voir si Activision a d'autres plans pour la franchise ou si la quête du roi est définitivement tombée aux oubliettes.